Alors, je vais donc vous présenter les résultats Varmabel du réseau de base consacré au maïs fourrage. De quoi je vais vous parler exactement aujourd'hui. Je vais d'abord faire un bref rappel sur ce qu'est le réseau Varmabel, comment s'organisent les essais sur le terrain, quels sont les différents critères que nous évaluons et qui vous permettent de choisir vos variétés. Et je vais revenir également sur la saison 2020 et sur les grandes lignes des rendements et des valeurs alimentaires obtenues pour les variétés testées. Alors j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà probablement choisi leur variété, enfin pour les cultivateurs de maïs, choisi leur variété pour cette année. Donc j'espère que cette présentation confortera un peu les choix que vous avez faits. Pour les autres, soyez à l'écoute, j'espère que ça pourra vous aider. Alors, il faut savoir que le réseau Varmabel se compose de deux grands groupes d'acteurs. On a d'un côté tous les expérimentateurs, donc les différents centres d'expérimentation qui vont s'occuper de la mise en place des essais sur le terrain. Donc en l'occurrence, on a le CIPF qui va principalement mettre des essais en place du côté du Brabant wallon, mais aussi un peu partout en Belgique. C'est également le CIPF qui s'occupe de coordonner le réseau et qui va s'occuper de rédiger la synthèse. On a le CPLV-GEMAR qui s'occupe de mettre en place les essais du côté de Liège, le CARA pour le NO, et le LCV pour les essais du côté des Flandres. Alors, le Varmabel collabore également avec SIDABEL, donc l'association professionnelle belge des semenciers, pour la bonne organisation du réseau et pour la fourniture des semences. Et donc, toutes ces collaborations permettent, en fin de compte, l'élaboration d'une synthèse, comme présenté ici, qui va donc reprendre les résultats de tous ces essais qui sont menés dans différentes régions agricoles, dans différents contextes pédoclimatiques du pays. Alors, quelles sont les variétés que nous testons dans le réseau Varmabel? Ce sont les meilleures variétés déjà testées au cours des années précédentes, les meilleurs hybrides du réseau probatoire, donc ça c'est un autre réseau que le CIPF met en place pour tester notamment les variétés du catalogue européen, et également les variétés récemment inscrites au catalogue belge. Alors, toutes les variétés testées sont divisées en deux groupes variétaux sur base de leur précocité. On a tout d'abord le groupe très précoce à précoce, donc avec des indices FAO inférieurs ou égal à 230. Dans ce groupe, 39 variétés ont été testées, comparées 4 témoins, donc Activity CS, Elstream, LG31235 et Citalisman, qui sont des variétés testées depuis quelques années, qui ont des bons comportements globaux dans l'ensemble des critères que nous évaluons. Et les rendements moyens obtenus s'étendaient entre 15,4 et 21,2 tonnes par hectare, avec des matières sèches comprises entre 35,8 et 42,1%. Alors vous allez me dire c'est un peu élevé, alors bien entendu vous savez tous que le printemps 2020 a été particulièrement sec, et au moment des récoltes également on a eu des belles périodes de sécheresse et de chaleur, donc les essais variétaux n'ont pas été épargnés par ces conditions climatiques, et donc malheureusement on a eu des matières sèches assez élevées cette année, ça reflète un peu la réalité je crois pour beaucoup d'entre vous. Donc l'autre groupe, demi-précoce tardif, avec des indices CFAO compris entre 230 et 270, a compté en 2020 44 variétés testées. Les 4 témoins étaient ES Rufi, Icini CS, LG31276 et RGT Bix. Et là, on a eu des rendements entre 16 et 23,1 tonnes par hectare, donc on est un peu supérieur pour les tardifs, avec des matières sèches comprises entre 34,4 et 40,2%. Alors sur le terrain, donc chaque variété est implantée en 4 répétitions réparties de manière aléatoire, donc comme un essai traditionnel où il y a des analyses statistiques. Et chaque microparcelle mesure 3 mètres sur 7, donc 4 ans de maïs. Suite au semis, durant toute la saison, diverses observations, divers suivis vont être réalisés, donc suivi des levées, suivi de la croissance juvénile, des parasites, donc pucerons, maladies, et également cotation visuelle, donc de la résistance à la verse et du stégrine. Au moment de la récolte, il faut savoir que uniquement les 2 rangs centraux de chaque microparcelle vont être récoltés, ceci afin d'éviter les effets de bordure. Et il faut savoir que seuls les essais avec une bonne régularité et une bonne homogénéité vont être retenus pour la synthèse. C'est pour cette raison que dès le mois de juin, déjà, il y a déjà beaucoup d'essais qui sont déclassés parce que, à cause de la sécheresse, il y a des hétérogénéités, des manques de levée. Et pareil, au moment des récoltes, s'il y a trop d'hétérogénéité, l'essai n'est pas retenu. Alors, quels sont les différents critères que nous évaluons qui vous permettent de choisir vos variétés? Il y a bien entendu tout d'abord la précocité, qui est un des critères principaux pour choisir sa variété. Donc cette précocité doit être adaptée à votre contexte pédoclimatique, à votre itinéraire technique, à votre exploitation. Elle va influencer notamment la date de semis, par conséquent la date de récolte, et également les teneurs en matière sèche. Donc la précocité, on pourrait dire plus simplement que c'est la période nécessaire pour que le maïs puisse atteindre la période qui s'étend entre le semis et la maturité du maïs. Donc cette précocité dépend en grande partie de la chaleur dont a besoin le maïs pour pouvoir se développer, chaleur qu'on dénomme le plus souvent par les degrés jours. Et donc très logiquement, les maïs précoces ont besoin de moins de temps pour arriver à maturité, donc sont semés plus tard durant la saison. C'est pour cette raison qu'on les sème généralement après le 1er mai jusqu'au 15 mai dans le cas des précoces, donc avec un indice CFAO inférieur à 230.
Les très précoces peuvent être semés après le 15 mai ou alors après des coupes de raies ou des coupes de métailles. Et les variétés ultra précoces donc, peuvent être semées après le 20 mai. Donc ça, c'est plutôt le type de variété qu'on va utiliser généralement dans les Ardennes. Alors, bien entendu, vous le savez tous, les semis, les semis de maïs qui ont suivi généralement les parcelles de raies graves ont beaucoup de mal avec le printemps sec qu'on a eu. Donc ça pose quand même des problèmes pour l'utilisation de ce type de variété précoce si on continue à avoir des années comme celle qu'on a connues en 2020. Les variétés mi-précoces tardives ont besoin de plus de temps pour pouvoir arriver à maturité, donc on les sème généralement plutôt à partir du 15-20 avril. Et si la destination finale est incertaine, donc si vous ne savez pas si vous voulez faire du fourrage ou du grain, vous pouvez opter pour des variétés double fin qui conviendront très bien aux deux utilisations, ou alors sélectionner une variété grain qu'on peut récolter en fourrage. L'inverse, donc prendre une variété fourragère qu'on garderait en grain convient moins car on aurait des problèmes au niveau de l'humidité du grain. Alors la précocité influence directement également la teneur en matière sèche au moment de la récolte. L'objectif est de récolter entre 32 et 36%. Si on récolte dans cette gamme-là, on maximise ses chances de meilleure conservation au niveau du silo et une bonne ingestion du fourrage. Si on récolte en dessous de 32, la variété n'est pas mûre, on n'a pas tout le potentiel de la variété et on a des risques d'écoulement des jus au niveau du silo. Et à l'inverse, si on récolte à plus de 36%, là, il peut y avoir divers problèmes au niveau du silo. Déjà, on aura des difficultés de tassement. Qui dit mauvais tassement dit mauvaise conservation, risque de développement de moisissures. Et également des teneurs en amidon qui pourraient être trop élevées, donc qui obligeraient des corrections de la ration, donc ce serait plus compliqué. Alors, évidemment, le rendement en matière sèche est un autre critère important pour choisir sa variété, donc c'est vraiment la quantité de maïs en tonnes par hectare qu'on aura dans le silo. Pour maximiser ce rendement, encore une fois, importance de bien récolter le maïs à sa bonne maturité, donc entre 32 et 36% de matière sèche. Et pour connaître cette bonne maturité, on ne peut pas uniquement se baser sur l'aspect visuel de la plante, car on a des variétés actuellement qui ont des stay green assez prononcés, c'est-à-dire qu'au moment de la maturité, elles sont encore entièrement vertes sur tige, les feuilles sont encore entièrement vertes, pardon. On a eu le cas dans les essais cette année, au moment des récoltes début septembre, on avait encore des variétés bien vertes, alors que pourtant, on avait des matières sèches qui étaient parfois aux environs, voire plus que 40%. Donc voilà, on ne peut pas uniquement se baser sur cet aspect visuel, il faut vraiment aller analyser au niveau de l'épi, l'aspect des spats, regarder au niveau du grain, la répartition de l'amidon, ou alors, si vous n'avez pas le temps d'aller dans vos parcelles, vous pouvez également vous baser sur les différents avis publiés par le Centre Pilote Maïs à l'approche des récoltes, qui sont publiés dans le sillon belge ou sur leur site internet. Donc n'hésitez pas à aller les consulter pour vous aider à choisir vos dates de récolte. Résistance aux maladies, donc quand je parle des maladies, c'est principalement la fusariose et le charbon. Donc au niveau de la fusariose, quand on récolte entre 32 et 36%, il y a généralement très peu de problèmes à cause de cette maladie. C'est plutôt une maladie qu'on va retrouver donc, généralement dans les parcelles de maïs grain qui peut occasionner des développements de mycotoxines. Toutefois, sur les variétés sensibles, il faut quand même rester attentif car ça peut occasionner, lorsqu'elles se développent, des augmentations brutales de la teneur en matière sèche, donc ce qui impose vraiment de récolter sans tarder lorsqu'on retrouve cette maladie. Néanmoins, la sélection variétale fait qu'à l'heure actuelle, on a de moins en moins de problèmes de maladies dans nos parcelles. C'est valable également pour le charbon. Alors, il peut quand même avoir des petites différences variétales en fonction donc pour la résistance au charbon. Euh, Généralement, lorsqu'il est présent uniquement sur tige, ça pose pas de problème. C'est vraiment lorsqu'il est présent en quantité importante sur épi qui peut éventuellement occasionner des petites baisses de rendement ou des problèmes au niveau des valeurs alimentaires. Un autre critère important, c'est également la résistance à l'averse. Donc, avoir une bonne tenue de tige, c'est tout simplement une sécurité pour le bon déroulement de la récolte, éviter les bris de tige, les petites pertes de rendement, et éviter de ramener de la terre dans le silo qui pourrait cautionner des problèmes au niveau des valeurs alimentaires. Alors, on parle de maïs fourrage, donc effectivement, la valeur alimentaire, c'est devenu un critère de choix important pour la variété. Tous les paramètres comme la teneur en amidon, la digestibilité, la matière organique, les valeurs énergétiques, donc tout ça sont déterminés pour chaque variété dans les essais. Vous pouvez aussi vous-même déterminer ces paramètres si vous le souhaitez au moment de vos récoltes en portant des échantillons dans les laboratoires. Ici au Cara par exemple, on peut le faire pour vous si vous le souhaitez. N'hésitez pas à apporter des échantillons. Alors, bien entendu, le maïs fourrage, la grande utilité du maïs fourrage, c'est limiter l'utilisation d'aliments concentrés et plutôt d'être plus autonome au niveau de l'alimentation du bétail qu'on produit sur l'exploitation. Et une des grandes utilités du maïs, c'est qu'on peut également utiliser les variétés plus tardives pour la production d'énergie, je pense notamment à la biométhanisation.
Alors, retour sur la campagne 2020. Donc, comme je l'ai dit, le printemps, vous le savez tous, a été assez sec. Donc ici, c'est un bilan sur la station météo de Hatt, où j'ai repris les deux petites flèches bleues reprennent la date de semis des essais et la date de récolte. Donc au niveau de Hatt, on a eu de la chance, on avait des bonnes conditions pour le semis, on a des bonnes terres limoneuses profondes, donc on n'a pas eu de problème, on avait des essais bien homogènes. Je pense plutôt aux parcelles sur sol plutôt superficiel ou sur sol sableux, où là, il y a eu vraiment plus de problèmes au niveau des levées, au niveau du printemps. Donc au niveau de l'été, c'était un peu moins problématique qu'en 2019 au moment des floraisons, donc ça, on a eu moins de dégâts, grosso modo. C'est plus à l'approche des récoltes, donc vers le mois d'août ou début septembre, où là, avec le retour des grosses chaleurs et des sécheresses, on a eu vraiment des augmentations brutales des matières sèches, qui ont surpris beaucoup d'expérimentateurs. Et donc, on avait ici, au niveau du Cara, déjà, on avait des augmentations parfois de 5% par semaine. Donc, parfois c'est compliqué de s'organiser dans ces conditions-là. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, c'est un reflet de la réalité. Je pense que voilà, c'est une année qui est sèche. Donc, l'avantage, c'est qu'on a pu récolter dans des bonnes conditions en septembre. Enfin, du moins en début septembre. Par contre, pour les récoltes qui sont passées après le 24 septembre, après le retour des pluies, là, c'était une autre histoire. Je pense notamment aux récoltes de betteraves ou des pommes de terre. C'était parfois un peu plus compliqué. Donc une autre complication de la saison, c'est bien entendu la suppression du mesurol, qui a occasionné, comme la photo le montre, pas mal de dégâts d'oiseaux dans beaucoup de parcelles. Et évidemment, la sécheresse du printemps, surtout les parcelles qui ont suivi les fauches de raies gras ou les métailles, dans beaucoup de cas, on a eu de gros problèmes de levée ou des maïs qui ont eu péniblement dépassé le mètre avec très peu d'épis. Donc voilà, ça, c'est le problème des variétés précoces après raies gras. Si on continue à avoir des saisons comme celle-ci, ça pose quand même problème pour l'utilisation de ce type de variété chez nous. Donc, grosso modo, on peut dire qu'il y a quand même des résultats assez contrastés en fonction des régions, en fonction des types de sols. Donc, les rendements sont satisfaisants, décevants selon les régions. Et au niveau des valeurs alimentaires moyennes, on est quand même supérieur aux valeurs de 2019, donc avec des digestibilités pour les variétés précoces, mi-précoces, 71,9%, amidon 34,3, 939 pour la VEM. Et pour les variétés plus tardives, 71,3 pour la digestibilité en moyenne, amidon 32,1 et 925 pour la VEM. Donc je vais maintenant présenter les résultats des variétés testées. Donc ça, c'est pour les variétés très précoces. Donc ce sont des variétés exprimées en valeur relative, donc en pourcentage par rapport à la moyenne des témoins. Donc les moyennes sont indiquées ici, donc 19,2 tonnes par hectare au niveau des rendements matières sèches et 942 pour la valeur alimentaire, les VEM. Donc grosso modo, tout ce qui est supérieur à 100, donc présenté ici, a donné des résultats meilleurs que la moyenne des témoins. Donc en bleu, on a les variétés qui étaient déjà expérimentées au cours des années précédentes. Donc on a Activity CS qui a donné de bons résultats, rendement encore cette année. Jacqueline, bon rendement également. On a LG31-225, LG31-205 ont donné de bons rendements et de bonnes valeurs alimentaires. A noter qu'LG31-205 est la plus précoce de ce groupe. Benedictio KVS, LG31-207, bons résultats également, avec des valeurs alimentaires un peu inférieures à la moyenne des témoins. Au niveau des nouveautés, on a une bonne entrée dans le réseau pour Micheline, première du groupe. LG31-224, variété très polyvalente. DKC 3204, KVS Saltar Milkmax, toutes les trois ont donné des rendements plus ou moins équivalents. Et LG 31-223, donc bon résultat en rendement, mais valeur alimentaire un peu inférieure à la moyenne des témoins. Quelques variétés utilisables également en grains, donc Micheline, DKC 2788, Benedictio KVS et LG 31-225. À noter qu'au niveau de la résistance au charbon sur tige, toutes les variétés se sont bien comportées, à l'exception de SI Cartoon qui a montré une petite sensibilité au charbon sur tige. Pour le groupe de précoces, on a eu des bons résultats pour LG31 245, nous première en termes de rendement et de valeur alimentaire, donc très bonne variété polyvalente. Confirmation également pour Reciuelas, qui a encore donné de bons résultats cette année. LG31 238, SMAS 16B, RGT Bonifox, donc très bon rendement, assez proche pour les trois variétés. LG3244 également, donc bon rendement et bonne valeur alimentaire. Et au niveau des nouveautés, on a LG31 229 et RGT Exxon, qui toutes les deux ont donné des bons résultats en termes de rendement et de valeur alimentaire. Encore variétés utilisables en maïs grain, donc LG30 258, bien connu. LG31 238, LG31 245 et RGT Exxon. A noter que la variété LG31 245 montre une petite sensibilité au charbon sur tige. Pour le groupe des mi-précoces, donc là la valeur moyenne des témoins était de 19,9 tonnes par hectare et 914 pour la VEM. Donc là on voit qu'on a beaucoup de variétés qui ont donné des bons résultats en termes de rendement
et de valeur alimentaire. Donc c'était une des particularités de ces variétés un peu plus tardives. Donc on a tout d'abord la variété P8333, donc première en termes de rendement. P8666, bon rendement également avec une valeur alimentaire proche de la moyenne des témoins. On a tout le groupe de DKC3568, RGT Maxter, Icinices, S Ruffin, toutes les quatre assez proches en termes de rendement et de valeur alimentaire. Et on a également LG31272 qui a donné des beaux rendements en 2020. Au niveau des nouveautés, on a SI Feronia, DKC3601, donc deux très bonnes variétés pour les rendements et les valeurs alimentaires. Donc très bonne entrée dans le réseau pour ces deux variétés. Et également Prestol qui a donné de bons résultats avec des valeurs alimentaires un peu inférieures aux deux précédentes. Donc LG31272 est utilisable également en maïs grain comme ES Bond et Prestol. A noter que les variétés P8666 et ES Bond sont sensibles au charbon sur tige. Et enfin le groupe des tardifs. Donc là on a Sucorn DS1710C et Motivices qui ont donné de bons résultats en 2020. Généralement ces variétés toujours de bons rendements. SC Glorious, LG31280, P8888, bon rendement également et bonne valeur alimentaire pour ces trois variétés. On a également le trio Francine, LG31293 pardon, et LG31276 qui ont donné de bons rendements, avec une valeur alimentaire un peu inférieure pour LG31293. Et au niveau des nouveautés, on a Mastodon qui est première en termes de rendement pour ce groupe de précocité, donc très bonne entrée dans le réseau pour Mastodon. Et Clémentine, donc très polyvalente en termes de rendement et de valeur alimentaire, donc bonne variété également dans ce groupe tardif, mais attention, donc une variété très tardive, donc à semer assez tôt dans la saison. Encore une fois, donc quelques variétés utilisables en maïs grain, la Corna et Farmoritz. Donc pour conclure, on voit que la synthèse générale des essais est une référence pour vous aider à choisir vos variétés, car elle regroupe de très nombreux résultats d'essais qui ont été menés dans différentes conditions culturelles, dans différentes régions agricoles, donc différents types de sols, différents contextes pédoclimatiques. Donc c'est vraiment intéressant pour avoir une bonne idée sur le potentiel des variétés. Et n'hésitez pas également à consulter les synthèses pluriannuelles pour avoir justement une idée sur le comportement des variétés en fonction des années. C'est intéressant pour avoir une idée de la régularité des résultats et des garanties supplémentaires pour choisir le ou les variétés qui conviendront le mieux à vos attentes en termes d'objectifs agronomiques et d'objectifs pour les valeurs alimentaires. Voilà, merci de votre attention, bon semis de maïs 2021 et d'habitude j'aurais dit rendez-vous au bar, donc malheureusement ce sera probablement pour l'année prochaine.